Bruno Palissard, qui a plusieurs casquettes, puisque c'est un polytechnicien statisticien et donc bien dans les chiffres, mais il est aussi bien dans les lettres, puisqu'il est aussi pédopsychiatre. Et tu as été à la Maison de Solène, n'est-ce pas? Tu y es peut-être même encore, voilà. Et il fait partie de nos colloques depuis pas mal de temps parce qu'il a une clarté dans son explication, et comme nous sommes vraiment dans l'idée d'avoir un langage commun, eh bien Bruno arrive toujours à bien nous faire passer des idées compliquées dans des mots simples. Donc Bruno, je te laisse la parole. Tu seras donc présidé par Monette et par Alain qui reviendra ensuite pour la modération. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. C'est un micro, ça? C'est ça? Non. C'est pas le micro. C'est le micro. Oui. Vous m'entendez comme ça? Ça va? Alors, en fait, je vais changer un petit peu ce que j'avais prévu de dire, parce que je ne suis que très partiellement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ça s'explique sûrement parce que je suis un vieux geek, et donc j'aime les réseaux sociaux, les jeux vidéo, j'y joue encore. Et fondamentalement, je ne pense pas qu'il y a un désastre sanitaire qui s'annonce. Il y a des questions, il y a même des problèmes. Mais il y a aussi des choses très intéressantes. Par exemple, contrairement à ce qu'on pense, le niveau d'empathie des jeunes générations est supérieur au nôtre. On pense que à cause des réseaux sociaux, ils s'individualisent, etc. C'est peut-être vrai, mais ils ont plus d'empathie. Et donc, la preuve en est, le sentiment d'éco-colère, de prendre soin de la planète, l'antispécisme, de prendre soin des animaux, etc. C'est un sentiment d'altruisme par rapport à la société, à la planète, à autrui. Et en tant qu'enseignant, moi je suis frappé de voir que mes étudiants sont beaucoup plus empathiques avec moi que les étudiants il y a 20 ou 30 ans. Ils font attention à moi. Et d'ailleurs, ils savent que je suis âgé, donc que je n'ai pas les mêmes codes qu'eux. Donc ils ont une théorie de l'esprit très développée. Ils font attention aux mots qu'ils utilisent parce qu'ils savent que, etc. Enfin, comme je suis pédopsychiatre, en fait, je passe aussi mon temps à être avec des jeunes et à discuter avec eux. Et du coup, en fait, j'essaie de me tenir au courant. Donc on va y revenir. Mon topo, c'était quand même sur civiliser, puisque c'est un peu le cœur de vos journées. Donc on va parler de civiliser, mais c'est vrai que la digitalisation du monde et le fait qu'il y ait des réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc., ça interroge la civilisation et le fait d'être civilisé. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, de la même façon que quand les livres sont arrivés, quand l'imprimerie est arrivée, ça a interrogé la civilisation et la façon d'être civilisé. Et donc tous ces changements technologiques interrogent et donc je vous propose d'y réfléchir pendant les minutes que nous allons passer ensemble. Alors je vais partir de très très loin, parce qu'en fait, l'histoire de la civilisation, enfin d'être civilisé, c'est ça que je vais sous-entendre par civilisation, c'est être civilisé. En fait, être civilisé, c'est une très vieille histoire. Alors je vais commencer par un mythe, le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Vous connaissez, alors le mythe est pluriel en fait, hein, le mythe prométhéen, on le trouve dans plein de cultures. Je vais prendre celui raconté par Platon dans le Protagoras. En fait, donc, les dieux ont créé les hommes et Épiméthée et Prométhée doivent les arranger un petit peu. Et Épiméthée dit je vais m'en occuper. Et donc, les hommes et les animaux. Et donc, au chat, il va mettre des griffes et des dents, etc. Le guépard, il va courir vite. Enfin, tous ont des avantages et des inconvénients de façon à ce que tout s'imbrique parfaitement et qu'il y ait un équilibre qui marche bien. Et puis, donc, tout va bien. Il dit à Prométhée, voilà. C'est fantastique, regarde, c'est beau, et il a oublié l'humain, et donc l'humain est tout nu, n'a pas de fourrure, n'a pas de griffes, n'a pas de dents, et donc il va mourir immédiatement, et donc Prométhée va voler le feu et les arts à Héphaïstos et à Athéna. Du coup il va être puni très gravement, vous savez, pour le restant de sa vie, et même plus, puisqu'il ne va même pas en mourir. Donc il est puni, mais les hommes ont le feu et les arts. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que
Zeus dit, oui, mais alors ça ne va pas marcher, parce que si on leur donne le feu, ils vont se battre entre eux, ils vont mourir. Donc il faut donner quelque chose en plus pour qu'ils puissent subsister. Et donc on va donner la pudeur et la justice. Et la pudeur et la justice, c'est peut-être symboliquement le début d'une civilisation. Puisque, effectivement, entre nous, nous ne montrons pas nos organes génitaux. Si je le faisais, je ne serais pas civilisé. Et puis la justice, c'est important, ça fait partie de la civilisation, parce que quand on n'est pas d'accord, plutôt que de se taper dessus, il y a le droit et quelqu'un un juge, qui va nous mettre d'accord. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que donc, tout ça est très beau, c'est très puissant, un peu de mots, mais moi, j'aurais pas dit ça, quoi. J'aurais dit, si j'avais été Prométhée, j'aurais pas donné ça, j'aurais donné le langage. Parce que quand même, vu de loin, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait la force des humains par rapport aux animaux? Vu de loin, c'est quand même le langage. Alors, vous me direz, oui, mais en fait, c'est inclus dedans, c'est que sans langage, il n'y a pas de justice. Il faut parler, au moins parler la justice, et si possible l'écrire, pour pas qu'elle bouge, parce que le langage oral, ça bouge. Une fois qu'on a écrit les choses, la loi est écrite. D'ailleurs, les tables de la loi, c'est bien écrit. Donc pour qu'il y ait une justice, vraisemblablement, il faut qu'il y ait langage. Ok, d'accord, mais le langage, quand même, c'est plus que la justice. Et d'ailleurs, on le voit dans un processus de civilisation, le fait de pouvoir parler entre nous, de dégonfler un conflit, c'est pas une question de loi, c'est une question d'échange, et de pouvoir dire, écoute, je suis pas d'accord avec toi, on va en discuter. Enfin, on fait ça normalement en couple, ça marche plus ou moins en couple d'ailleurs, ça marche moins bien qu'avec les collègues, et ça c'est une autre histoire. Donc, le langage est puissamment utilisé à des fins de civilisation, et c'est étrange, je trouve, que ça n'ait pas été dans le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Alors, donc du coup, on va faire une petite parenthèse. Finalement, ce langage qui est très fort dans le processus de civilisation, pourquoi est-il aussi fort? Finalement, pourquoi les humains parlent? Figurez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de consensus très clair sur l'intérêt du langage. Parce que moi, je pensais spontanément que l'intérêt du langage humain, c'est de pouvoir communiquer des informations en quantité incroyable. Et ça, d'ailleurs, c'est un fait. Et du coup, comme on peut communiquer, on va pouvoir travailler ensemble, et il peut y avoir ce que les sociologues appellent la spécialisation du travail. C'est-à-dire que certains vont pouvoir faire des tâches très particulières, ils vont être très forts en faisant ça, et comme on communique, quand on a à construire un meuble, il y en a qui va couper le bois, il y en a qui va fabriquer les outils, il y en a, et à la fin, on peut construire un meuble grâce à la communication, grâce au langage. Et je pensais naïvement que, en fait, le langage, c'était juste ça. Et en fait, pour les linguistes, pas du tout, parce qu'en réalité, il y a un problème, c'est que, en termes d'évolution, en fait, il y a un inconvénient à parler, c'est qu'on peut tromper. C'est qu'en fait, le proto-langage des animaux ne peut pas tromper. Quand les oiseaux crient parce qu'un aigle arrive, ils ne peuvent pas se tromper entre eux. C'est le cri qui dit que l'aigle est là. Voilà. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a que chez les primates qu'il y a ce qu'on appelle une pensée machiavélique. Où on peut, donc on voit les chimpanzés, les gorilles, fomenter des coups les uns avec les autres, etc. Mais les gorilles, dans leur langage, quand ils parlent, ne peuvent pas tromper en parlant. Alors, si tant est qu'on puisse dire qu'ils parlent, mais enfin, ils émettent des sons qui correspondent à des communications. Et donc, nous, en fait, nous parlons et nous pouvons nous tromper. Et ça, c'est un drame, parce que, en fait, si on se trompe mutuellement, ça ne va pas être efficace socialement. Et il y a des anthropologues, enfin, des évolutionnistes qui disent que possiblement, l'homme de Néandertal n'a pas persévéré à cause de ça, parce qu'il n'a pas réussi à domestiquer le langage d'une certaine façon pour pouvoir passer outre le problème de la tromperie. Alors, nous, du coup, comment on gère ça?
comment on arrive à être civilisé malgré le fait qu'on puisse communiquer entre nous et se tromper mutuellement. Ce qu'on ne fait pas tant que ça. Pourtant, même évoluant dans le monde médical où on dit qu'on ne sait jamais si on est paranoïaque ou si on ne l'est pas assez, donc, où sans arrêt il y a des manœuvres entre les uns et les autres pour savoir qui va avoir le pouvoir, etc. En fait, c'est globalement, ça arrive très peu souvent. Globalement, en fait, on ne se trompe que très peu. Alors, les hypothèses, c'est que... Alors, il y a une première hypothèse qui vient de Robin Dunbar, qui est un anthropologue évolutionniste assez génial, qui dit qu'en fait, le langage ne sert pas du tout, principalement, à transmettre des informations, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, quand on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On parle de la pluie et du beau temps, ce qui n'a aucun intérêt en termes de communication. Ça a été étudié dans les cafés, on a interrogé, on a enregistré ce que disaient les gens, les conversations dans les cafés, et en fait, les gens parlent pour ne rien dire. Et il dit, en fait, c'est pas pour ne rien dire, c'est pour dire que l'on ne va pas se tromper. On échange juste pour dire, nous sommes amis. Nous sommes amis. Et sans arrêt, on fait ça. Et d'une part, il dit, c'est l'équivalent de l'épouillage chez les primates. Et en fait, ça marche, c'est beaucoup plus économique en termes d'énergie que l'épouillage. Donc en parlant, on peut se poupouiller, se dire, ben voilà, tu es bien aujourd'hui, comment ça va bien, etc. Voilà, c'est une façon de s'épouiller et donc de faire communauté, d'être civilisé entre nous. Et ça permet d'augmenter les tailles des tribus. Et il a montré que, effectivement, chez les primates, il y avait une corrélation entre le volume du cortex et puis la taille maximum d'une tribu, et nous, enfin d'une tribu au sens où les gens avec qui on est, où on peut communiquer plus ou moins régulièrement, eh bien c'est 150. Alors le nombre est critiqué, mais il y a quand même des données expérimentales assez intéressantes autour de ça, que l'on retrouve justement dans les réseaux sociaux. On va y revenir tout à l'heure. Peut-on avoir plus de 150 amis sur Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez? Eh bien, c'est en fait, on arriverait, pour pouvoir avoir des amis, il faut s'épouiller, et s'épouiller nous verbalement. Alors les chimpanzés, ils ont des plus petites communautés, nous c'est plus gros. Donc voilà, grâce au langage, on se fait confiance. Et comme on se fait confiance, on est civilisé. Alors c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Alors, il y a une hypothèse plus récente qui est Roy Rappaport, un anthropologue aussi. Alors, c'est beaucoup plus abstrait, c'est moins drôle. Il dit qu'en fait, le langage a pu émerger chez l'humain en luttant contre la propension à la tromperie, parce qu'au même moment où le langage est apparu, les institutions humaines sont apparues qui permettaient de structurer la société humaine. Il y a eu une coévolution des institutions et de la justice en particulier avec le langage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, justice et langage ont été coproduits en même temps, et du coup, la justice et les contrats ont permis d'éviter les tromperies. Et donc, du coup, le langage a pu exploser, et du coup, nous pouvons travailler ensemble et être redoutablement efficaces, tellement efficaces qu'on envahit tout. Alors, donc le langage civilise, mais ne serait-ce qu'avec ça, parce qu'il permet de mettre de la confiance et d'éviter les tromperies, mais le langage a un autre pouvoir civilisateur qui a été montré par un auteur français dont le nom m'échappe, Bernard Victory. Voilà, c'est ça. En fait, il dit que le langage humain, en fait, à la différence des langages des animaux, le langage humain est le seul qui permet de raconter des histoires. Vous voyez, quand je dis... Alors, il n'y a pas forcément de temps dans toutes les langues, de passé, présent, futur, il n'y a pas forcément ça dans toutes les langues, mais toutes les langues ont un « il était une fois ». C'est-à-dire, je peux parler de quelque chose qui ne se passe pas aujourd'hui, ici. Alors que pour tous les animaux, quand ils communiquent, c'est à propos de aujourd'hui, ici. Et donc, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec ce que font les animaux. En tout cas, ce qu'il dit,
c'est que, et ça c'est aussi quelque chose de civilisateur que l'on voit cacher les animaux et que nous n'avons pas, vous avez peut-être remarqué, si vous voyez des vidéos animalières, que quand des animaux se battent, ils ne se battent jamais au point de se tuer, sauf si ce sont des tribus de primates qui s'affrontent les unes avec les autres. Là, ça peut le faire. Mais à l'intérieur de la tribu, ils vont se battre, mais pas au point de se tuer. Et c'est pareil pour les cerfs, c'est pareil pour les lions, ils vont se battre, mais à un moment donné, il y en a un qui part et l'autre ne le poursuit pas pour l'achever. Parce qu'en fait, je recommence. Je crois qu'il y a un micro à couper. Vous sauriez le faire? Il faut couper le micro là. Ah bon? Laissez-le. C'est la personne qui écoute. Ah, ok. Alors, oui. Donc c'est quand même étrange, alors que nous ne faisons pas ça. Nous, quotidiennement, il y a des gens qui se battent et qui se tuent. Et donc, pourquoi ça? Eh bien, parce qu'en fait, c'est parce que nous sommes des êtres évolués. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons... Alors, je vais neurobiologiser tout ça à outrance, et quand on neurobiologise, on dit des choses approximatives. Mais nous avons un cortex préfrontal très fort qui a tendance à dominer notre système limbique, c'est-à-dire nos amygdales et notre hippocampe et le reste. C'est qu'en fait, selon cet auteur, en fait, les animaux, quand ils voient que l'autre est en détresse, s'arrêtent. Voilà, c'est un mécanisme qui permet de protéger l'espèce. C'est une forme d'émotion puissante, quoi. C'est pour ça que je disais, c'est sous-cortical, c'est système limbique, c'est des émotions. Et donc, ben voilà, j'agresse, on se bat, et donc là, il y a une espèce de colère, d'agressivité, mais dès que je vois que l'autre est affaibli, j'arrête. Or, nous avons un cortex préfrontal, on peut dire, ben, je continue, parce que je veux le tuer. Je veux le tuer. Et ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question que je veux le détruire. Et donc, du coup, le caractère très élaboré du psychisme humain est un danger pour l'espèce. Et comment on s'en est sorti? Comment on a réussi à se civiliser malgré ça? Eh bien, avec le langage, en se racontant des histoires. C'est-à-dire avec des mythes, avec des romans, où on dit, ben voilà, un jour, ben, ils se sont battus, ils se sont tués, voilà, et on le raconte, et on sous-entend que tout le monde était triste après, et on l'a regretté, etc. Et ces mythes, ces récits permettent à la société de se civiliser, de réguler les comportements de façon à ce que nous puissions cohabiter. C'est une hypothèse aussi, mais donc on voit au bout du compte que eh ben, le langage, la justice, la pudeur sont des éléments très importants en termes de vertus civilisatrices. Et ça a marché très bien avec des progrès réguliers depuis les débuts de l'humanité, et en particulier depuis les 2000 dernières années. Alors, on va retrouver Norbert Elias, que Marie-Elisabeth citait au tout début, qui l'a étudié entre les années 800 et 1900, où il dit, ben voilà, progressivement, la justice des humains s'est améliorée, avec d'une part ce qu'il a appelé la légitimation de la violence. C'est-à-dire, avant, au Moyen-Âge, les chevaliers étaient violents, et en fait, ils pouvaient faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Eh bien, on considère, enfin, et c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et dans nos sociétés, depuis, nous avons considéré que la violence, c'était pour la police et l'armée. Et nous ne devons pas être violents entre nous. Nous n'avons pas le droit de ça. Même s'il y a une injustice, même si ça nous énerve, nous ne devons pas être violents. Il n'y a que les policiers et l'armée qui ont légitimité pour utiliser la violence. Et puis la pudeur, ben la pudeur, alors c'est drôle parce que Norbert Elias
montre enfin, les choses horribles que faisaient les gens au Moyen-Âge, où il dit, ben, vers les années, vers le XVe siècle ou avant, on est obligé de dire aux gens, vous savez, quand vous mangez à table, il ne faut pas se curer le nez et le manger en même temps. Alors, c'est vrai que c'est juste impensable, quoi. Pour nous, c'est juste impensable. Eh ben, à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait. Et les gens dormaient nus, et ils dormaient nus dans une même pièce avec les enfants mélangés. Aujourd'hui, ça serait quand même problématique. Donc on voit qu'il y a eu une évolution de la pudeur, une évolution de la justice. Alors avec du bien, naturellement, le fait qu'il y ait une légitimation de la violence, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas se... Alors déjà, on peut déjà discuter d'utilisation de la violence par la police, mais ça c'est une autre histoire. La question revient régulièrement dans la presse, mais en dehors de ça, moi je trouve ça très bien qu'il ne faut pas se taper dessus, voilà, c'est un interdit, voilà. Donc, et pareil, ne pas se curer le nez et le manger en mangeant, ben, tant qu'à manger ensemble, je trouve qu'avoir une fourchette et des couteaux, etc., que c'est quand même plutôt sympathique, plutôt que de manger avec les doigts. Et comme vous le savez, les couteaux et les fourchettes, c'est assez récent, en fait. Alors, oui, donc tout ça est très bien, sauf que, en même temps, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Norbert Elias, je crois que c'est peu connu, c'est un sociologue, hein, mais c'est un des créateurs de la psychanalyse de groupe. Et donc, c'est un des rares sociologues qui a une fibre psychologique extrêmement fine. Et il dit, ben oui, mais il y a eu un prix à payer, c'est un contrôle des émotions beaucoup plus fort et une intériorisation des contraintes. C'est-à-dire le fait que, ben voilà, il va falloir gérer tous ces interdits et il va falloir dire que c'est bien, même si j'ai envie de me curer le nez, etc., eh ben, il ne faut pas que je le fasse, voilà. Et c'est un poids sur les épaules, donc c'est le prix à payer pour une amélioration de notre civilité. Alors, c'est là que... Et donc tout ça, on arrive jusqu'au XXe siècle. Et alors, c'est vrai que donc c'est amélioration de la justice et de la pudeur, et le langage, eh bien, effectivement, pour le coup, j'en reviens à la conférence précédente, nous vivons un vrai bouleversement en termes de langage. Ceux qui ont le loisir de corriger des copies d'étudiants ne peuvent que constater que la façon de s'exprimer n'est plus la même que celle il y a 20 ans, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que moi qui étais dysorthographe, je n'ai plus aucun complexe par rapport à mon orthographe. Et donc, effectivement, il y a des réseaux sociaux. Donc on en a parlé tout à l'heure, ça interpelle beaucoup, parce que c'est une nouvelle façon de communiquer, par écrit. Alors on peut communiquer à l'oral aussi, mais c'est quand même fondamentalement par écrit, et un écrit très particulier, puisque ce sont des phrases assez courtes, en général. Alors, finalement, quand on prend du recul, et cette année, ça fait plusieurs années que je le fais, parce que je m'occupe d'un Master 2 où il y a à peu près 300 étudiants. Et donc, moi, je gère la communication avec une Google List, mais les étudiants, c'est plus leur truc, la Google List, c'est ringard, c'est WhatsApp. Et je leur dis, d'accord, vous faites un WhatsApp, je n'interviendrai pas dessus, c'est votre truc à vous, mais je veux bien être membre de votre groupe. Comme ça, si jamais vous racontez d'énormes conneries, je pourrais dire non, là, ça, vous êtes en train de dire... Enfin, c'est des statistiques, donc on peut dire que c'est vrai ou que c'est faux. Et donc, voilà, comme ça, si je vois que vous êtes à côté de la plaque, je pourrais le dire. Donc, je n'interviens jamais, mais je vois comment ils interagissent entre eux. Donc, c'est une observation participante. Et donc, j'ai vu comme ça, mais des milliers d'échanges. C'est des milliers. Il y en a peut-être 50 par jour. Et alors, ce qui m'a beaucoup surpris, et vous allez voir aussi, c'est un problème générationnel. Par exemple, là, comme c'est la rentrée scolaire, est-ce qu'on a droit aux documents pour l'examen? Est-ce que ce cours sera en distanciel? Quel est le document de référence? Vous voyez, toutes ces questions concrètes. Alors, moi, j'ai écrit un document en début d'année dans lequel il y a toutes ces réponses.
je leur donne. Eh bien, ils me posent quand même la question sans arrêt. Ben donc, je dis, t'as qu'à lire le document, c'est écrit dessus. Voilà. Eh bien, sur leurs réseaux sociaux, ils vont se poser 50 fois la même question. Et chaque fois, quelqu'un va répondre. Et donc là, je me disais, non mais ils sont cruches. Enfin, ils pourraient quand même regarder dans le fil des questions avant de poser la question. Elle a déjà été posée, donc je ne vais pas embêter les gens pour répondre. Mais non, mais c'est parce que c'est pas du tout ça. C'est qu'ils s'épouillent. Sur WhatsApp, ils s'épouillent. Et c'est exactement ça. Ils posent une question, elle a déjà été posée 20 fois, mais c'est pas grave. Je vais répondre et ça veut dire je prends soin de toi. Et l'autre, il va répondre un petit smiley avec un cœur. Merci d'avoir pris soin de moi, etc. Mais ça marche. C'est de l'épouillage qui marche. Ça marche. Ça marche. Et c'est pour ça que je vous disais, leur niveau d'empathie est très supérieur, parce que sans arrêt, ils sont dans l'épouillage mutuel, à dire qu'ils s'aiment, etc., etc., etc. Voilà. Et ils dépassent le nombre de Dunbar, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des communautés beaucoup plus vastes, parce que plutôt que de s'épouiller vraiment, plutôt que de parler au bistrot, ils s'échangent des trucs sur WhatsApp, et donc ils peuvent avoir une liste d'amis encore plus grande. Ils sont efficaces. Voilà, ils sont efficaces. Alors, bien sûr, je suis d'accord, tout n'est pas fantastique, parce que nous ne sommes pas que des êtres civilisés, même nous. Même nous. Et même nous, parfois, nous faisons des coups de vache. Eh bien, eux aussi, ils font des coups de vache dans les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, oui, il y a du harcèlement en ligne, mais il y a du harcèlement dans la vraie vie aussi. Et voilà. Et alors, oui, il y a des tentatives de suicide à cause du harcèlement en ligne. Oui, c'est vrai. Mais le taux de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes a été divisé par 3 en 30 ans. Donc dire que à cause des réseaux sociaux et de la modernité, oui, alors je vois qu'il y a des surprises, je répète, le nombre de suicides chez les adolescents et les jeunes adultes a été divisé par 3 en 30 ans. Ça n'est pas une fake news. C'est publié. Tant mieux. Tant mieux. Alors, c'est bien vous dites tant mieux, parce qu'en général, quand je le dis, les gens sont déçus. Mais c'est très drôle, vous savez, les derniers résultats de l'enquête en classe d'ESPAD sont sortis par l'OFDT, où la consommation d'alcool, de tabac, de cannabis continue à chuter chez les jeunes depuis le XXe siècle. Très peu de gens en ont parlé. Pourquoi? Parce que ça nous ennuie que ça aille aussi bien. Et comment ça se fait qu'ils vont bien? Et alors et on va chercher. Non, mais en fait, c'est parce qu'ils n'utilisent pas ça. Ils utilisent le NO2 à la place ou les médicaments. Mais non, c'est même pas ça. Non, non, c'est même pas ça. Objectivement, ils consomment moins de substances. Donc, ça veut dire qu'ils vont mieux. Alors, tout ne va pas pour le mieux. Et effectivement, depuis 2017, il y a une augmentation très sensible des tentatives de suicide chez les jeunes femmes. Chez les jeunes femmes. Chez les hommes jeunes, c'est quasiment négligeable. Donc oui, il se passe des choses, mais c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué. Et dire que, ah oui, alors c'est parce que, enfin, il y a une désocialisation, etc. Ben non. Ben non, c'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Il y a une socialisation différente. Il y a des fonctionnements cognitifs différents. Tout est différent. Et on n'y comprend rien, honnêtement. On n'y comprend rien. Alors, on a des explications, on pourra en parler tout à l'heure, hein, mais c'est absolument pas... On ne peut pas avoir un discours univoque sur ce qui se passe et l'impact que ça a sur le fonctionnement psychique des humains, qu'ils soient vieux ou jeunes. Parce qu'il y a des choses très bien. Il y a des tentatives de suicide arrêtées à temps grâce aux réseaux sociaux. Ben oui, les gens ils disent je vais me flinguer. Ah ben, immédiatement, on le voit et toc, on prévient, et il y a eu des morts évitées comme ça. Il y a des phobiques sociaux, il y a des autistes qui arrivent à se réaliser dans leur vie en étant sur les réseaux sociaux. Donc, alors oui, il y a la pornographie, oui, je suis d'accord, il y a des données qui disent que effectivement, ça a un impact, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que les jeux vidéo violents, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que disait Dany Robert Dufour,
les jeux vidéo violents, et effectivement, ça peut banaliser une forme de violence. Il y a des papiers qui montrent ça. C'est pas si fort que ça. Comme la pornographie, l'immense majorité des jeunes, ils savent très bien qu'il ne faut pas faire ce qui a marqué, enfin, ce qui est indiqué sur les vidéos. Hein. 95%. Le problème, c'est les 5% qui restent. On est bien d'accord. Mais 95%, quand vous discutez avec des adolescents ou les jeunes, ils savent très bien qu'il ne faut pas faire comme dans les films. Hein. Et pareil pour les jeux vidéo violents. C'est la plupart, bon, bah, ils jouent comme ça, et en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, oui, on sent qu'il pourrait y avoir une incitation au passage à l'acte avec une désinhibition, etc. Oui, ça pourrait, mais le plus souvent, non, ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est civilisé. Parce qu'on a un gros cortex frontal ou un surmoi, et que quand même, ça protège, quoi. Ça protège. Et d'ailleurs, nos sociétés sont globalement moins violentes qu'au XIXe siècle. Hein, le taux de létalité, le taux de meurtre par nombre d'habitants a baissé de façon colossale. Hein, de façon colossale. Alors, néanmoins, donc, il se passe, à cause de ces changements technologiques, d'interaction sociale, qui sont un fait, il y a un saut de civilisation, c'est-à-dire un saut de modalité de civilité, avec des conséquences, donc moi je dirais là le contraire de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il y a une surcivilité. Le fait sans arrêt d'être sur des réseaux sociaux et d'envoyer des textes en sachant qu'ils vont être lus par des centaines de gens, donc il faut faire attention, parce que les jeunes ne sont pas des cruches non plus, quand ils écrivent un truc, l'immense majorité, ils savent qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit, bien sûr. Et donc il faut travailler en permanence leur théorie de l'esprit, en permanence, c'est-à-dire, si j'écris ça, comment l'autre va le penser? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Si je veux être agréable, comment faut-il que je sois? Et ils font ça 50, 100, 200 fois par jour. Donc du coup, ils sont surdéveloppés en termes de civilité. Alors ça a un impact, hein. Ça a un impact, ben, on peut appeler ça le wokisme. Mais c'est pas péjoratif, parce que si je prononce ça, vous allez dire, ah, c'est horrible. Ben non, c'est-à-dire, c'est une prise de conscience de rapports de domination, qui sont un manque de civilité. Dominer, c'est pas civil. Donc, eh ben oui, ils prennent conscience qu'il y a un manque de civilité dans nos sociétés. Rapport de domination entre les races, entre les hommes et les femmes, etc. etc. Et c'est pas un signe de civilisation très cool, quoi. Et donc, pour eux, c'est très sensible. Avec les animaux, hein, il y a de l'antispécisme. Ben, c'est une nouvelle forme de civilité. C'est une civilité étendue aux espèces vivantes. Le fait de devenir végane, alors, oui, il y a une mode végétarien, vegan, etc. Ben oui, c'est une forme de civilisation. De ne pas être agressif, je ne veux pas agresser les animaux, et donc je ne mange pas d'animal, c'est une forme de civilisation au sens de devenir civil. La politique inclusive, etc. L'extension du domaine du trauma, c'est-à-dire tout est un traumatisme aujourd'hui. Alors d'un côté c'est chiant parce que on arrive à des trucs où des parents qui donnent une tape sur le doigt, c'est comme si c'était un inceste. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un inceste, ça bousille les gens. Taper sur la main comme ça parce qu'on a voulu faire quelque chose de pas bien, bon, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, oui, c'est embêtant, mais de notre côté, éviter les traumas, c'est pas une mauvaise idée, c'est un signe de civilité. Donc c'est un saut de civilisation, au sens littéral du terme, avec des bons côtés, puisque être woke, c'est une provocation, mais être éveillé à un manque de civilité, bah, c'est bien. Alors, le problème, c'est que c'est pas si simple. C'est pas si simple, pourquoi? Parce que tout va trop vite. Voilà, c'est-à-dire, il y a un changement de civilisation, au sens littéral du terme, mais qui a lieu en 5 ans, 10 ans. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. En 10 ans, il se passe un truc qui est une rupture totale.
Ben, le problème, c'est que notre cerveau, il ne peut pas encaisser, c'est biologique, il ne peut pas, un cerveau est plastique, il peut s'adapter à des changements. D'autant plus d'ailleurs qu'on est jeune. Mais même à partir de l'adolescence, ça devient que moyennement plastique. Et donc, si tout change très vite, votre cerveau, il n'a pas le temps d'encaisser ce changement. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Un conflit intrapsychique. C'est-à-dire que les modalités d'interaction changent très vite et vous voulez adhérer à ces modalités de changement, mais en fait, à l'intérieur de vous, c'est juste impossible. On ne peut pas. Alors, et ça, on le voit au quotidien, c'est que, en fait, ça fait du wokisme. C'est pas être woke, c'est être wokiste, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient tout d'un coup une idéologie enfermante. Pourquoi? Parce que sinon on n'y arrive pas, quoi. On est obligé de fabriquer un truc qui est quasiment une dictature pour pouvoir se tenir par rapport à ce changement qui est complètement déstructurant. Et au lieu d'être woke, on est wokiste. Et ça, on le vit aussi avec certains jeunes qu'on a autour de nous, où, en fait, cette pensée devient une pensée complètement dure, paranoïaque, quoi. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et si on est un peu dans la discussion, non, c'est absolument intolérable. De là, les histoires sur le patriarcat. Alors, vous imaginez, étant professeur de médecine, âgé de 63 ans, blanc, etc., je suis mal parti, et donc dès que je dis quelque chose, eh bien, ça y est, c'est du patriarcat, etc. Cool, enfin, on peut me voir autrement comme un patriarche, enfin, quand même, on peut discuter. Ben non, on ne peut pas discuter, on ne peut pas discuter. Pourquoi? Parce que c'est rigidifié à cause du fait du conflit intrapsychique qui est mal géré. Alors, quel traitement proposer? Eh bien, prendre conscience qu'en fait, on voudrait être civilisé, on voudrait être bien comme ça, qu'il n'y ait pas de rapport de domination, etc. On voudrait être civilisé au mieux, mais en fait, au fond de nous, nous ne sommes pas civilisés. Voilà, et ça, je crois qu'il faut le dire clairement. Et ça, bien sûr, quand on est psychanalyste, on sait bien qu'au fond de nous, on n'est pas civilisé. Enfin, il y a de la pulsion d'emprise. C'est-à-dire que tous, alors plus ou moins, tous on peut jouir d'une emprise sur quelqu'un d'autre. Voilà. C'est juste humain. Et on est comme ça depuis des millions d'années. Et donc, c'est juste pas possible de le changer comme ça en 5 ans. C'est juste complètement irréel. Et donc, il faut s'accepter comme on est. Alors, c'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi avec la pulsion d'emprise. On peut aussi la regarder dans les yeux et se dire « Ah, je suis en train, là, de partir dans ce sens-là. Est-ce que c'est tolérable ou pas socialement ?» On peut ritualiser la pulsion d'emprise. On peut ritualiser l'exposition au trauma. Vous voyez, par exemple, et ça, on n'est pas d'accord entre nous, les pédopsychiatres, là-dessus. Quand j'étais en classe de CM1, un jour, la voisine à la campagne me dit « Tiens, Bruno, on va aller tuer le lapin. » Et donc, elle a pris le lapin que je nourrissais régulièrement, elle l'a pris par les oreilles, elle a pris un couteau, elle a tranché la carotide, elle l'a tenu et il a expulsé son sang en trémulant, et puis elle l'a secoué parce que il essaie de garder son sang, mais tu vas voir, il va le faire partir. Et moi, j'étais en face. Voilà, alors on peut appeler ça un trauma, voilà. Eh bien oui, mais c'est la vie. De notre côté, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que, on mange de la viande, quand même, la plupart d'entre nous. Hein. La viande, elle vient d'un animal, l'animal, il a été tué. Et les humains, depuis... Alors, je sais bien qu'il y a des végétariens et des véganes, mais enfin, les humains, depuis des millions d'années, mangent de la viande. C'est comme ça. Et ils tuent des animaux, voilà. Et c'est en nous, ça. C'est en nous. Donc, il faut le ritualiser. Il faut pas mettre des abattoirs dans un coin où on fait n'importe quoi, etc., où c'est tabou, et où on mange des steaks hachés qui sont comprimés, on ne voit plus rien, quoi. Non, nous ne sommes pas complètement civilisés, et il faut l'assumer, et il faut le ritualiser. Vous voyez, moi je suis pour la corrida.
Voilà, je pense que c'est un non-sens d'interdire la corrida. La corrida, c'est un rituel social où l'humain se rend compte, prend conscience socialement qu'il est un sauvage. Voilà. Et alors, c'est complètement ritualisé. D'ailleurs, il y a une prise de risque par l'humain. Et puis, voilà. Et puis après, on en sort et on en discute. Eh bien, je pense que c'est thérapeutique et je pense que ça participe à un processus de civilisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je vous remercie pour votre attention. Alain, rejoignez-nous. Qui commence? Je commence. Moi, j'ai le tournis. D'accord. Alors, bon, donc, je vais partir de ce truc qui m'agace au plus haut point, mais j'ai compris que c'était de l'épouillage, mais de ces étudiants qui posent 50 fois la même question et qui se la posent les uns aux autres. Et qui n'ont même pas le courage d'aller regarder la feuille de consigne, ni d'aller remonter un peu dans le... C'est vrai qu'on peut le voir de façon positive, même si moi je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas des façons de s'épouiller quand même plus intelligentes que celle-là? Et est-ce que ça... Donc c'est vrai qu'on peut positiver, on peut aussi se dire, est-ce qu'il n'y a pas plus malin pour s'épouiller? Donc c'est quand même déjà une première chose. C'est vrai que tout, en dernière analyse, peut s'analyser comme maintien d'un lien social, même des injures, pour autant qu'il y ait un petit sourire. Mais peut-être qu'il y a moyen de le faire mieux. Et c'est vrai que... Alors, je suis pratiquement coincé entre l'orateur précédent et vous-même. Si on regarde, par exemple, les commentaires donc, sur YouTube ou bien sur des sites où on suit un match de foot, et vous regardez on vérifie qu'on est en train de regarder un super match de foot et on voit des tas de gens qui, au lieu de regarder leur match de foot, écrivent simplement des bêtises. Donc, ouais, super joué, ouais, quel con, ouais, celui-là, il aurait pu faire la passe con, avec ce qu'il est payé. Et alors, vous voyez, c'est allé, mais des tartines comme ça, et on a envie de hurler. Mais regardez le match de foot plutôt que d'aller écrire toutes vos conneries là. Vous perdez un temps fou et vous perdez le match de foot en plus à écrire toutes ces bêtises. Et donc ça c'est quand même une première question. Le lien social peut être con. Donc ça c'est une première chose. C'est que le lien social il peut être con. Hein, donc ça c'est une première question. La deuxième, c'est vrai qu'avec vous, je trouve que je suis sensible à ce qu'on a pu observer, ce qu'on peut observer sur WhatsApp par exemple, ou sur Facebook, c'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un se filme en train de manger son steak ou de souffler son gâteau d'anniversaire, tout le monde se... Et je me dis, mais il faut être dingue pour se filmer en permanence en train de manger son steak ou ses chicons ou bien son... Ok, ou son... Et en dessous, vous voyez de façon permanente, en effet, le « ouais, super chouette, ouais, génial, ouais, voilà ». Et c'est vrai qu'il y a un petit côté où ça, c'est de l'épouillage. Vraiment, je partage votre sentiment. Il y a vraiment le sentiment, et finalement, ça devient une norme. Hein. Et je veux justement en arriver à cette question de la norme. L'épouillage chez les chimpanzés, eh ben, c'est authentique. On s'épouille, hein, pour du vrai. Mais quand vous répétez pour la 100 millième fois « ouais, super », en 4 secondes, pour les choses les plus banales de la vie chez l'autre, ici, nous sommes on en arrive à du fake épouillage. Et j'aimerais bien que vous évoquiez le fake épouillage, c'est-à-dire le moment où, en fait, tout le monde fait semblant.
et où s'étend une sorte de fausseté de l'épouillage, comme une fausseté de l'empathie. Parce que si vous achetez des bouquins sur l'empathie aujourd'hui, eh bien, et même en intelligence artificielle, vous interrogez ChatGPT, qu'est-ce que c'est l'empathie? Et on vous dit, c'est une capacité à raisonner ou à ressentir les affects de l'autre, à s'identifier à l'autre, etc., etc. Chacun a sa définition, mais on le prend sous l'angle d'une capacité. Nous sommes en train de glisser de la capacité à la norme pure et simple. Nous devons nous montrer empathiques. Mais une empathie qui devient exclusivement normative s'autodétruit. Elle s'autodétruit. Chacun fait maintenant semblant d'écouter les autres et de le comprendre et de dire « Oh ouais, oh malheureux ». Mais en réalité, peu à peu s'installe le sentiment que ça ne vaut plus rien. Que tout ça ne vaut plus rien en fait. Comme si des chimpanzés découvraient les malheureux que l'épouillage ne sert plus à rien. Et donc, je me pose vraiment cette question-là. Voilà, ça c'est la grande... excusez-moi, mais voilà, c'est la question de la fausseté. Je commence par celle-là. C'est très juste. Alors, néanmoins, je pense que c'est pas... Le plus souvent, c'est pas complètement faux. Il y a quand même un petit truc. Je le vois dans leur réponse. Hein. Ils comprennent que si il ou elle pose pour la 20e fois la même question, c'est qu'elle a besoin d'une réponse, et ils répondent avec bienveillance. Ça se voit, il y a un peu de bienveillance, et que je ressens après en cours avec eux, ils sont bienveillants les uns avec les autres. Alors après, néanmoins, là je suis d'accord, c'est vrai qu'après il y a des automatismes, notamment le cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, etc., plein de points d'exclamation, etc. Oui, alors néanmoins, soyons honnêtes aussi, enfin, je pense que je suis d'accord, les chimpanzés sont vraisemblablement pas trop faux entre eux, mais nous, on sait être faux entre nous, même sans les réseaux sociaux. Oui, oui, ça c'est sûr. Donc là, il y a un glissement qui vient du signifiant, hein, qui vient de... qu'en fait, l'outil utilisé est ultra symbolique, quoi. En fait, c'est pas des phrases, c'est des smileys, des trucs, etc. Donc, la question de la fausseté se pose sûrement davantage, parce qu'on peut être faux dans l'interaction, mais on voit, enfin, il y a quand même un jeu pas d'empathie, mais de reconnaissance de la vérité de l'autre, et on va chercher un ami qui est vrai, et celui qui est faux, on va l'éviter, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est peut-être un changement. Enfin, je pense qu'il faut revenir en arrière aussi. Il y a eu un moment où on est passé de la langue orale à la langue écrite, et de la langue écrite à l'imprimerie. Et donc, il y a des auteurs qui disent que quand l'imprimerie est arrivée au XVe siècle, c'est en Europe occidentale, au même moment, on a eu une suffisance alimentaire. Donc, du coup, on avait du temps, parce qu'il n'y avait plus l'angoisse d'aller chercher à manger, et ce temps pouvait être rempli à lire. Et bien, c'est à ce moment-là qu'est arrivée la conscience de soi. Locke, peu de temps après, avant, chez les Grecs, etc., la notion de conscience de soi n'existe pas. La conscience de soi existe possiblement à partir de l'imprimerie. Voilà, c'est-à-dire les technologies changent notre fonction psychique profonde. L'imprimerie l'a fait, et là, je crois qu'on est en train de vivre autre chose. Donc, ça va être différent, je suis d'accord. Nous, on dit faux. Je pense qu'eux diraient pas la même chose, quoi. Alors pour les selfies, c'est très drôle parce qu'il y a la même chose. Le miroir industriel est arrivé dans les ménages à la fin du XIXe siècle. Avant ça, les gens n'avaient aucune représentation d'eux-mêmes. Parce que dans les flaques d'eau, etc., en fait, à part Narcisse, mais ça ne marche pas trop. Et il n'y avait que les riches, et encore c'était des tout petits miroirs qu'ils avaient, et à Venise, on fabriquait des beaux miroirs, mais ça coûtait horriblement cher. Et d'ailleurs, Magellan raconte que dans ses voyages, il a fait venir un chef indigène dans son bateau, il y avait un miroir, le chef indigène se voit dans le miroir et est parti en courant. Donc on voit que la question de la représentation de soi est quand même un impensé fondamental chez l'humain, et cette obsession du selfie,
elle est l'obsession de moi, qu'est-ce que je suis, mon image, et en fait c'est la suite du miroir, c'est tout. Hein. On passe devant une vitrine, on ne peut pas s'empêcher de se regarder. Plus que le vrai ou le faux, je dirais, c'est l'engagement. On sent qu'il n'y a pas d'engagement derrière. Alors, la question de l'engagement. Il y a un facteur de confusion, enfin moi que je vois dans les jeunes couples, il y a un facteur de confusion qui est MeToo, etc., qui est l'engagement dans la vie sexuelle devient un peu plus compliqué parce que au moment où on a les jeunes femmes, et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez que la souffrance vient plus chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. Donc la question de l'engagement dans une vie amoureuse hétérosexuelle chez une jeune femme est plus compliquée. Après, l'engagement avec des amis, peut-être. Ce cœur, même vos étudiants, Oui, mais ils ne s'engagent pas beaucoup. Enfin, oui, mais en thérapie, ils s'engagent. Ils s'engagent, il n'y a pas de différence. Hein. On parle, il y a... Donc peut-être qu'il y a un truc là, peut-être qu'il y a un truc. Le corps, je suis d'accord. Hein, il y a un truc avec le corps. L'emoji, je dirais que c'est une manière de... L'emoji, Oui. Les cœurs, tout ça, c'est une manière de représenter le non-verbal, en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est pas forcément faux, c'est un indicateur... Mais c'est très symbolique, quoi. C'est du symbolique. C'est pas... Alors que le non-verbal, il est plus dans l'imaginaire, quoi. C'est quand même restreint. C'est plus restreint. On est passé sur un nouveau vecteur de communication. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement, ça c'est sûr, il y a un changement. Est-ce qu'il est aussi dramatique que ça? Moi, je peux pas me prononcer. D'ailleurs, les études épidémiologiques sont très embêtées, hein, parce qu'il y a des petits effets. Hein. Oui, il y a des effets sur les processus attentionnels, sur la dépression, mais pas l'anxiété, ou sur le contraire. Je ne me souviens plus. Bref, il y a des petits effets. Alors chez les ados, chez les jeunes, je suis plus catégorique. Dans les bas âges, ça a été dit, l'interaction, le corps et tout ça est fondamental. Chez l'adolescent et le jeune adulte, c'est compliqué. Donc il y a, en moyenne, il se passe un peu quelque chose. Et je pense que après c'est la variance qui augmente, c'est-à-dire chez certains, ça fait du mieux, et chez certains, ça fait du pire. Mais est-ce qu'on a assez de recul au niveau des études pour pouvoir s'exprimer là-dessus? Ça me semble... Alors, oui et non. Oui et non. Oui, c'est-à-dire, là, par exemple, on a une méta-analyse sur l'effet des écrans sur les petits de 0 à 12 ans. On est autour de 500 000 inclus, etc. Le forest plot, il est homogène. Enfin, donc, voilà. Et puis il y a eu tellement d'études qui ont été faites, tellement que le sujet est colossal. Après c'est compliqué parce que maintenant on sait que dire que l'exposition aux écrans ça fait ça ou ça, en fait ça veut rien dire. Ça dépend quel type d'écran, même quel type de jeux vidéo, même quel type de réseaux sociaux et même comment vous le voyez, si vous le voyez avec votre grand frère, avec votre papa, tout seul, etc. C'est tellement compliqué et ça peut aller du simple à l'opposé, quoi. Et alors après, c'est vrai que là où la réponse, c'est effectivement on ne sait pas trop, c'est que comme tout ça bouge à toute vitesse, les études ont toujours 5 ans de retard. Et donc par exemple, on n'en a pas sur TikTok. Or, c'est vrai que Facebook, c'est pas TikTok. Donc, mais enfin quand même, c'est pas le désastre tel qu'on peut l'imaginer. C'est une question, c'est un problème, c'est pas un désastre. Monette. J'espère que je ne vais pas être confuse parce que j'ai été tellement déconcertée, parce que vos outils de pensée ne sont pas exactement les miens, donc je devais faire un effort d'adaptation à votre manière de penser. Il y a quelque chose qui m'est extrêmement sympathique dans ce que vous dites, c'est que vos étudiants, vous les aimez. Oui, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis j'ai des points d'accord avec vous complètement imprévus. Par exemple, je suis de votre avis sur la corrida. De manière, dans le déchirement, ça m'est terriblement difficile, je ne l'ai jamais dit en public,
c'est mon goût de ce que vous dites, l'appel à la ritualisation, au cadre, à la transformation de la sauvagerie originelle en quelque chose qui deviendra aussi après langagier. Mais comme j'aime énormément les animaux, c'est un déchirement de le dire. Gratitude aussi pour ce que vous dites sur les récits ont une vertu civilisatrice. Gratitude pour ce que vous dites de la résistance de l'humain, pour ce bain de complexité dans lequel vous nous plongez. Gratitude surtout pour ce que vous dites sur le « tout va trop vite ». Et « tout va trop vite » nous emmène à la fonction dans ce que vous décrivez des nouvelles technologies, qui sont de la machine et plus de l'homme, et qui nous promettent, qui nous mènent au seuil d'une mutation, d'une interaction entre la machine et l'homme. Simplement, cette aventure, c'est les hommes qui la font. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Et quel... Ah oui, pardon. Je parlais du seuil de mutation dans lequel nous nous trouvons, intrication. Je parlais des nouvelles technologies responsables du tout va trop vite, mais c'est la rapidité des machines, pas la rapidité de l'être humain. Et je disais que, mais les machines, cette mutation au seuil duquel nous sommes, ce sont les hommes qui l'ont faite. Pourquoi et pourquoi maintenant? Et quels sont les grands récits qui auraient pu continuer à nous équiper humainement pour vivre la suite de l'aventure humaine? Voilà. Bon, c'est des associations plutôt que des questions. J'en avais une à propos de ce que vous soulignez, monsieur, sur la question des études, pour dire la limite des études, parce que tout ne peut pas se quantifier. Et qu'il y a quelque chose, pourquoi j'ai cherché longtemps un mot utile, ce qui ne peut être que qualitatif, ce qui flotte dans le social. J'ai trouvé dans l'œuvre testamentaire, la dernière chose qu'il a écrite avant de mourir, qui s'appelle L'avant-dernier des jours de Pierre Legendre, il parle de vibration subjective des sociétés. Je trouve la formule très belle. Et dans cette vibration subjective, avec tous ces symptômes multiples, qu'est-ce qui va être transmis? Qu'est-ce qui peut être favorable? Qu'est-ce qui est au service de la reconduction de l'humain? Qu'est-ce qui peut lui être fatal? Je pense que le principal problème, de mon point de vue, c'est ce qu'on vit en ce moment, hein, c'est qu'en fait, de ne pas dire que nous sommes des sauvages, nous sommes un peu des sauvages au fond de nous, et que cette propension à vouloir être ultra civilisé, et en particulier avec la digitalisation, en fait, quelque part, c'est pas possible. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça conduit? Alors, le wokisme, d'accord, mais il y a des passages à l'acte opposés avec le masculinisme et Trump et compagnie, quoi. C'est-à-dire, on voit par réaction au fait que, non, en fait, je suis violent, et plutôt que de le dire, on t'écoute, voilà, et c'est normal, et on est tous violents, voilà. Et donc, parlons-en. Plutôt que ça, on dit, non, c'est horrible. Et ça, pour connaître un peu ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, t'es un dominateur, t'es un connard, va te confesser, c'est juste pas possible, etc. Qu'est-ce qui se passe? Un passage à l'acte. C'est-à-dire, non, tu me fais chier, je te flingue. Voilà. Et donc on perd la civilisation. Alors qu'il aurait fallu... moi, j'en échange avec les jeunes aussi. Il faut y aller doucement, 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 doucement. Si on veut, on ne peut pas tout faire bouger vite. Pour que ça soit digéré, il faut parler. Voilà, il faut parler, échanger, se comprendre mutuellement entre hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. C'est compliqué. Les histoires de domination masculine, c'est pareil, c'est compliqué. Alors là, je vais vous donner un exemple. Alors, on est entre nous, je sais que ça va choquer des oreilles peut-être. J'étais en supervision d'internes, alors qu'ils sont psychiatres, hein, donc on peut se permettre des choses un peu violentes.
Ben, je leur dis, ben voilà, on va travailler aujourd'hui sur le fait que je pense qu'au fond d'eux, tous les hommes sont des violeurs et toutes les femmes aiment être violées. Alors, vous voyez, je dis ça, c'est horrible, etc., c'est quoi, etc., etc. Ben, parlons-en. Parlons-en, et on a pris 1 heure pour qu'est-ce que ça veut dire que se sentir dominé, qu'est-ce que ça veut dire ça, d'où ça vient, et pourquoi on a tous plus ou moins à l'intérieur de nous une propension à vouloir être dominé, même si on ne veut pas le voir. Voilà. Et bien voilà, il faut en parler, mais pour ça, il faut du temps, il faut être entre nous, il faut pouvoir être dans un safe place, comme on dit. Voilà. On est entre gens qui s'écoutons et on va pouvoir se dire vraiment les choses. Et ça, là, aujourd'hui, c'est juste pas possible, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment profondément c'est une des choses qui m'a beaucoup intéressée que j'ai relevé dans votre conférence, c'est que un mouvement qui met une dizaine d'années à aboutir à une pensée paranoïaque, alors je rejoins complètement la préoccupation d'Alain Hérali, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ben Parce oui, que ça, c'est la sûr. plus dangereuse des psychoses. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, regardez ce qui se passe entre Poutine et Trump, il y a quelque chose qui va pas, ça, je crois. Le constat, il est évident. Hein. Vous parliez de la paranoïa dans l'autisme. Oui, parce oui, que oui, la oui, paranoïa des chefs d'État, on la connaissait. Oui. historiquement. Il y a une paranoïa, oui, parce que c'est des mécanismes de défense qui sont dans le déni, c'est des mécanismes de défense extrêmement puissants, parce que le changement est trop colossal, quoi. Et donc on ne peut même pas refouler, hein, ça devient un truc hyper brutal. On va vous quitter, nous rassurés par votre exposé et vous inquiétés par vos réactions. Monsieur. Oui, il y a 2-3 choses à dire. La première, c'est que moi aussi, je suis un vieux geek. Alors d'abord, je vous ai trompé. Certains pensent que je suis caméraman. Je ne le suis pas. Je suis aussi membre de l'association. Le fait que vous soyez présenté comme un vieux geek, ça m'a rassuré. Parce que moi aussi, je me considère comme un vieux geek et je ne porte pas un regard aussi négatif que ce que j'ai pu entendre ou supposer dans les silences. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que lorsque vous avez parlé au début, il y a eu un silence et je l'ai interprété comme « Ah putain, vélo !» Dire que c'est pas aussi désastreux que ça. Moi, je partage cette chose. La deuxième, c'est que malgré tout le mal qu'on peut dire des réseaux sociaux, moi, je suis là aujourd'hui avec mon collègue pour que le colloque, pendant les 3 jours, puisse être sur les réseaux sociaux. Alors, non, pas trop bien. Voilà. Merci. Et donc maintenant, on passe. Une pause de 1/4 d'heure, 20 minutes. D'accord. Il y a un café, puis des gâteaux là dans la petite salle d'à côté. D'accord.